on parle maintenant des collisions élastiques et inélastiques. En général, dans ce chapitre ici, on parle seulement de collisions inélastiques et élastiques dans une seule dimension. Alors, une seule dimension. Euh, de façon générale, lorsqu'on a une collision inélastique ou élastique, on a une conservation de quantité de mouvement pour les deux cas. Alors, on a P initial est égal. OK. Avant de parler P initial et P final, on veut bien savoir que pour la collision, il y a juste avant et juste après la collision. On parle maintenant pour ces deux positions-là. Alors, on peut dire ici que P juste avant la collision est égal à P juste après la collision. Pareil pour les cas des collisions inélastiques, on a aussi P juste avant la collision est égal à P juste après la collision. Mais pour la collision élastique, on a aussi une conservation d'énergie cinétique. Alors, on a l'énergie cinétique juste avant est égale à l'énergie cinétique juste après. Voilà. Laissez-moi. OK, je vais bien commencer avec la collision inélastique. Tout d'abord, quand est-ce qu'on a une collision inélastique? Tout d'abord, comme titre général, on peut dire que lorsqu'on a une conversion en énergie interne, alors on a une collision inélastique. Laisse-moi écrire la définition tout d'abord. Là, c'est la définition en général. Si on a une conversion en énergie interne, alors si l'énergie interne existe à cause des changements, alors on a une collision inélastique. Là, on peut ajouter ici collision. Voilà. Ça veut dire quoi? Normalement, on a déjà parlé de la température. Lorsque la température augmente, alors on a une énergie interne. Alors, il y a une relation entre la température et l'énergie interne. C'est très important ça. Alors, si on augmente la température de l'objet, alors on aura une collision inélastique. Comment peut-on augmenter la température de l'objet pour avoir une collision inélastique? Très simple. Si on a, par exemple, un objet ici et on a une balle, voilà, on a une balle. On tire la balle vers l'objet. Alors, la balle passe à travers l'objet, soit la balle reste à l'intérieur et tous les systèmes se déplacent ensemble, soit la balle continue, à l'autre côté et immerge à l'autre côté. Alors, dans tous les cas, on a une pénétration, passage de la balle à travers la masse. Dans ce cas-là, on a on a des frottements. On a des frottements à l'intérieur de l'objet. À cause des frottements, on a une augmentation de température. Lorsque la température augmente, alors on a une énergie interne. On a une énergie interne, alors c'est le cas de la collision inélastique. Et maintenant, vous devez comprendre bien si l'objet passe à travers un autre objet. Alors, dans tous les cas, on a une collision inélastique à cause de l'augmentation de la température à cause de frottement. OK? Allez, j'écris euh, ce que je dis maintenant. Alors, on dit simplement, lorsque un objet passe à travers un autre objet, comme celui-là,
on a une augmentation de température à cause du frottement. L'augmentation de température veut dire une conversion en énergie interne. Lorsqu'on a une augmentation de température, ça donne énergie interne. Alors, on a une conversion en énergie interne. Comme on a une énergie interne, on peut dire directement c'est une collision inélastique. C'est très important ça. Alors, on a ici frottement. Dans l'objet, le frottement dans l'objet à cause du passage de la balle donne une augmentation de température. L'augmentation de température donne une énergie interne. Alors, on a une énergie interne, ça veut dire on a une collision inélastique. Voilà, on a une collision inélastique. Voilà, en principe, on a une énergie interne, on a une collision inélastique. Un autre exemple pour la collision inélastique parfaite. Alors, on est toujours collision inélastique. Mais lorsque on a deux objets, voilà, on a objet 1 et objet 2, ça, c'est juste avant la collision. Après la collision, voilà, ça passe à gauche et celui-là, ça passe à droite. Là, on a objet 1 et objet 2. Là, il a V1 ici et là, V2. Ça, juste avant la collision. Juste après la collision, qu'est-ce qu'on a? M1 et M2 se collent, OK? Et le 2 se déplace avec une vitesse finale. Alors, ici, on parle de quoi? De collision inélastique parfaite. Alors, on a P juste avant est égal à P juste après. Alors, lorsque les deux objets continuent ensemble, on parle de la collision inélastique parfaite. Par exemple, aussi, on a une box ici, on a une boîte, et on tire sur la boîte. Ça, c'est juste avant la collision. Juste après la collision, qu'est-ce qu'on a? On a la balle reste à l'intérieur de la boîte et les deux se déplacent avec une vitesse finale. Voilà, on a ici une collision inélastique parfaite. Alors maintenant, on a bien compris c'est quoi la collision inélastique et c'est quoi la condition. Laissez-moi parler de la collision élastique. Alors, c'est le cas contraire. Si on n'a pas de conversion en énergie interne, alors c'est une collision élastique. Alors ici, dans le cas de collision élastique, on n'a pas d'énergie interne. Simplement. C'est quoi les conditions, les équations? Alors, on parle maintenant des collisions élastiques. Dans le cas des collisions élastiques, on a tout d'abord, comme la collision inélastique, P juste avant est égal à P juste après. Juste avant, juste après. Deuxième, on a, comme on a dit, l'énergie cinétique juste avant est égale l'énergie cinétique juste après. On fait le calcul. Par exemple, on a un objet ici avec un autre objet juste avant, ça passe à gauche, ça passe à droite, celui-là 1 et l'autre 2. Là, on a V1 initial et l'autre, on a V1, V1, pardon, V2 initial. L'état final, juste
après la collision, qu'est-ce qu'on a? On a l'objet et les deux objets. Celui-là revient à gauche et celui-là à droite. Alors, l'objet 1 et l'objet 2, là, on a V1 final et là, on a V2 final. Alors ici, on a avant et après. Pour appliquer cette relation, on peut dire, voilà, M1, V1 plus, voilà, V1 initial, plus M2, V2 initial est égal à M1, V1 final plus M2, V2 final. Voilà, c'est la première relation entre les masses et les vitesses. 1. Deuxième relation, oups, c'est l'énergie cinétique. Alors, tout d'abord, on a M1 sur 2, V1 initial, c'est avant la collision, M2 sur 2, V2 initial au carré. Ça, l'énergie cinétique avant la collision. Après la collision, on a M1 sur 2, V1 final au carré, M1 sur 2, V2 final au carré. Voilà, c'est la deuxième relation entre les masses et les vitesses. Si on fait des calculs algébriques entre ces deux équations, on aura une équation très simple et très intéressante entre les vitesses. C'est V1 initial moins V2 initial est égal à moins V1 final moins V2 final. C'est une relation très importante pour relier les vitesses sans parler des masses, comme vous voyez ici. Alors, c'est la troisième équation très importante entre les vitesses. Aussi, si on fait les calculs entre les deux équations, les trois équations, on peut avoir aussi deux équations. C'est la vitesse finale de 1 en fonction de... Alors là, je ne fais pas les calculs, juste vous pouvez retenir par cœur ces équations. Vous n'avez pas le choix. On peut calculer V1 final en fonction de V1 initial plus V2 initial. Qu'est-ce qu'on a ici? En bas, on a M1 plus M2. Là, on a M1 plus M2. Là, on a M1 moins M2. Et là, on a 2 M2. Là, on peut l'utiliser sans calcul. Aussi, on a une relation entre V2 final et les V initial. Là, on échange les deux, mais par contre, aussi, on échange 1 et 2. Ça veut dire quoi? Là, on a 2M2, alors ça devient ici 2M1. Et en bas, on a la même chose. Là, on a M1 moins M2. On écrit ici M2 moins M1. Et en bas, on a la même chose. Voilà.
1, 2, 3, 4, 5. On aura après les applications. Vous comprenez bien l'application de ces équations et comment on peut les utiliser dans nos problèmes. OK? Qu'est-ce qu'on peut ajouter en fonction des collisions élastiques et non élastiques? Le point le plus important que P initial et P final pour n'importe quelle configuration, n'importe quelle position du système. OK? Ça veut dire, c'est un point très important. Par exemple, si on a un objet, là un objet, et là on a un autre objet, et là on a un ressort attaché à l'objet 2. Ça, c'est juste avant collision. Pendant la collision, on a la compression. 1 et 2, voilà, se compressent. Pendant la collision, celui-là, oups, voilà, celui-là avance et on fait la compression de 2. Alors, on peut dire on a 1 et 2 pendant la collision. Et là, on a X et aussi, on a des compressions entre les deux. Ça, on dit pendant la collision ou durant la collision. Alors, pendant la collision ou durant la collision. L'état final, quand l'objet 1 se déplace loin et l'objet 2 se déplace loin. Alors ici, on a un troisième cas après la collision. Voilà, ça c'est 1 avant la collision, ça c'est 2 pendant la collision, et 3 c'est après la collision, juste après la collision. Alors là, on peut dire que P1 est égal à P2, on peut dire que P1 est égal à P3, et aussi on peut dire que P2 est égal à P3. Alors, la conservation de quantité de mouvement se trouve dans n'importe quelle configuration. Avant, après, à la fin, alors ça m'est égal. On peut les utiliser euh, comme vous voulez. Ça dépend des problèmes. Je crois que c'est tout à propos des collisions et on va aller à l'application.